Salut, ici Bruno Pelletier. Bienvenue à la chaîne musicale. Bonjour amis auditeurs de la chaîne musicale. Bienvenue à ma dernière émission. Ben oui, c'est déjà ma dernière. Mon Dieu que ça passait vite. Quelle expérience que de venir à ce micro ces quelques derniers dimanches pour vous entretenir, de jaser de tout, de rien, de ce qui me passe par la tête et surtout de partager des bribes de vie avec vous. J'espère de tout mon cœur que j'ai réussi à piquer un peu votre curiosité et à vous garder avec moi sur mon bateau de 2 heures ces 3 derniers dimanches ensemble. Aujourd'hui, ça fera pas exception à la règle. J'ai encore dans ma besace, mot très payant au Scrabble. J'ai aujourd'hui dans ma besace quelques sujets de mon cru à vous proposer. Des choses qui font partie de mon parcours, bien sûr, mais aussi des choses que vous connaissez peut-être un petit peu moins de moi, entre autres. Je me suis rendu compte qu'être à la barre d'une émission comme la chaîne musicale, ça m'a permis de constater à quel point c'est tout un métier que celui d'animer la radio. On n'est pas juste derrière le micro à vous raconter tout et n'importe quoi. Il y a vraiment beaucoup de préparation. Mais même si des fois vous avez l'impression que je vous parle comme si j'improvisais, c'est de la frime. En fait, tout est préparé d'avance. Mais bien sûr, il faut quand même se l'approprier et vous le livrer de la façon la plus naturelle possible. Alors, maintenant que je vous ai dit tous mes secrets, enfin presque tout, toute cette préparation-là fait en sorte que j'ai un énorme respect pour les vrais animateurs radio que je croise ici dans les couloirs radio-canadiens. J'ai croisé l'autre fois l'ami Philippe Fémieux, dont je fais la première partie finalement, parce que c'est son émission qui suit tout de suite après la mienne. Et il a osé m'appeler collègue. J'ai dit, Philippe, tu peux pas m'appeler collègue. Je ne suis pas digne de recevoir encore ce titre. Mais bref, merci quand même, cher ami. J'ai croisé le légendaire Claude Saucier. Ça, là, Claude Saucier, pour moi, son émission « C'est si bon », qui l'anime de main de maître depuis des années. Une recherche incroyable là-dessus. On apprend tellement de choses. C'est une de mes émissions préférées. J'ai pu le saluer et le remercier de vive voix pour tout ce que j'apprends en écoutant sa fameuse émission. Et mon cher Claude, t'es rendu apparemment une bête de scène avec ton spectacle « C'est si bon de danser ». Et moi, je deviens doucement une bête de radio. J'oserais pas le dire. Mais en tout cas, tout ça pour dire que c'est le monde à l'envers. Hein? Peut-être qu'un jour, on sera ensemble, soit sur scène, soit à la radio. En tout cas, je te salue, cher Claude. C'est le printemps qui s'en vient tranquillement. Même si dehors, ça nous le montre pas toujours. Moi, j'aime bien penser que le beau temps arrive, la chaleur aussi. Puis les petits oiseaux. Alors, voici « J'aime les oiseaux » de Yann Perrault. Je m'appelle Bruno Pelletier et vous écoutez la chaîne musicale sur Ici Musique. Et parlant d'écouter, écoutez bien le prochain thème musical. On plonge au milieu des années 90 et j'ai quelques anecdotes pour vous suite à ça. Ah, ce thème musical, vous le reconnaissez sûrement, ça vous rappelle des bons souvenirs. Les années 90, la série Omerta, cette trompette, cette signature de Michel Cusson. C'est vraiment quelque chose qui nous reste en tête, une espèce de verre d'oreille, bien sûr. Pourquoi je vous parle de ce thème musical? C'est parce que j'ai envie de vous parler d'Omerta. Omerta, la loi du silence, la 2e saison où j'ai eu la chance d'avoir un petit rôle dans cette série. La semaine dernière, je vous ai parlé du fait que moi, j'ai jamais vraiment eu de plan de carrière comme tel. Je me suis laissé pas mal porté par les événements qui se présentaient à moi et je me laissais mon instinct dicter un peu ce que je devais faire ou pas. Et dans les choix que j'avais vraiment pas prévus dans ma vie, il y a eu celui d'aller jouer dans la série Omerta. Omerta, cette série québécoise créée par Luc Dionne, le même qui écrit aujourd'hui District 31. Je pense qu'on peut dire que ce Luc Dionne a un sacré talent pour les séries policières. Bref, Omerta, une série qui raconte les démêlés de policiers assez inventifs, aux méthodes parfois peu orthodoxes, jouées par Michel Côté et Luc Picard, entre autres. Et ils sont au cœur de différentes actions avec les membres de la mafia de Montréal. Bref, ça a tenu le Québec au complet en haleine pendant des années. Et donc, on m'appelle pour aller faire ce qu'on appelle le casting, l'audition, pour un rôle dans Omerta.
Vous vous souvenez que la semaine dernière, je vous ai parlé du fait que je suis allé faire une audition pour Notre-Dame de Paris, et c'était pour le rôle du Quasimodo, que je n'ai pas eu, mais que finalement je m'étais ramassé avec le rôle de Gringoire, un personnage qui était plus ou moins écrit par Luc Plamondon et Richard Cochiante. Et finalement, ils ont donné vie au personnage par cette audition. Eh bien, il m'est arrivé un peu la même chose avec Omerta. Au départ, on m'a appelé, on m'a convoqué en audition pour le rôle de Rick Bonnard. Qui était Rick Bonnard? Mettons qu'on fait le cliché de la vedette rock, un peu à la U2, un peu une espèce de Bono version québécoise, avec pas mal de clichés du genre « il sombre dans l'enfer de la drogue et de l'alcool, et sa vie est un jardin de déchéance ». Bref, vous voyez le genre, c'était un peu ça, Rick Bonnard. Alors, j'étais super excité d'aller faire l'audition, étonné à la fois qu'on pense à moi. C'était quand même un gros rôle, un gros premier rôle dans une série extrêmement populaire. Moi, je me suis dit, j'ai rien à perdre. Je suis allé faire l'audition. Je suis arrivé là-bas avec toute la préparation possible, mais c'était quand même la préparation d'un débutant. J'en ai mis une tonne et ça n'a pas du tout été concluant pour le réalisateur Pierre Roule, que je salue ici au passage. Parce que Pierre a eu la bonne idée de ne pas me donner le rôle principal, il l'a donné à David Lahaye, ce qui était beaucoup plus crédible et beaucoup plus avisé, selon moi, car c'était vraiment un rôle extrêmement costaud et je n'avais absolument aucun bagage pour porter tout ça. Par contre, je pense que Pierre Houle a vu en moi une volonté, un certain talent d'acteur, parce que quand même j'avais fait de la comédie musicale, c'est très différent de jouer pour la scène en chantant que de jouer devant les caméras. Mais quand même, il a dû voir quelque chose et il a décidé de me donner un petit rôle, soit celui du chef musical à Rick Bonnard. Alors c'est comme ça que je me suis retrouvé avec un rôle beaucoup plus modeste, mais qui a été extrêmement formateur pour moi dans les années 90. Avec le peu d'expérience que j'avais, j'ai pu prendre mes marques, apprendre et surtout côtoyer des artistes, des acteurs de la trempe de Sophie Lorrain, Michel Côté, Michel Dumont, Luc Picard, David Lahaye, bref... je me pinçais un peu, je me disais, qu'est-ce que je fais là? J'avais un petit peu le syndrome de l'imposteur. Par contre, je jouais un chef musical. Donc, imposteur, oui et non. Et j'ai pu tranquillement mettre le pied dans l'engrenage de qu'est-ce que c'est que jouer pour une série, ce qu'on appelle une série lourde, c'est-à-dire un peu comme au cinéma. La seule chose qui me titille un peu aujourd'hui, c'est que suite à cette apparition dans la série Omerta, j'ai eu des demandes de casting pour d'autres séries télévisées. Mais c'était mes grosses années de tournée, Miséréré et Notre-Dame de Paris. J'en ai eu pour 5 ans à être presque toujours en tournée et j'étais jamais capable d'avoir des plages horaires acceptables pour être capable d'aller tourner. Parce que la plupart des séries, souvent, on tourne en été, au printemps, été, au Québec. Et moi, souvent, j'étais en tournée, soit en France, soit au Québec, pour mes propres projets. Ce qui fait que pendant un 5, 6, 7 ans, toutes les demandes d'entrevues, d'auditions, de casting pour des séries, je n'ai pas pu y aller. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai envie de lancer un message. J'ai bien plus de temps. Alors, si un réalisateur quelque part qui a le goût de m'essayer dans une série, appelez-moi, ça va me faire plaisir d'être encore un débutant. Mais un débutant avec la tente grisonnante. Vous êtes toujours sur Ici Musique à l'écoute de la chaîne musicale. Mon nom est Bruno Pelletier et on poursuit avec Carmen de Stromae. Quelle version intéressante et excellente qui va m'amener à vous parler de mon prochain thème, les réseaux sociaux. L'amour est comme l'oiseau de Twitter, on est bleu de lui seulement pour 48 heures. D'abord on s'affilie, ensuite on se follow, on en devient fêlé et on finit solo. Regarde à toi. Et à tous ceux qui vous like, les sourires en plastique sont souvent des coups d'hashtag. Regarde à toi. Ah les amis, les potes ou les followers, vous faites erreur, vous avez juste la cote. Regarde à toi, si tu t'aimes, garde à moi. Si je m'aime, garde à nous, garde à eux, garde à vous, et puis chacun pour soi. Et c'est comme ça qu'on s'aime, comme ça qu'on somme. Et c'est comme ça qu'on s'aime, comme ça qu'on somme. Wow! Quelle chanson de Stromae!
J'aime beaucoup le regard qui porte sur la réalité d'aujourd'hui, soit celle des réseaux sociaux. Ah, les fameux réseaux sociaux. Le meilleur et le pire s'y côtoient. J'avoue que moi, ma petite personne, l'artiste que je suis perpétuellement en adaptation depuis environ, je vous dirais, 2008. 2008, là, c'est le moment, plus ou moins, où j'ai commencé à travailler sur la plateforme encore principale sur laquelle je travaille, soit Facebook. Mais avant d'être sur Facebook, moi, à la fin des années 90, en 98-19, sur mon propre site, www.brunopelletier.com, qui existe toujours aujourd'hui, ben, il y avait un guestbook à l'époque. Le guestbook qui était un peu comme un ancêtre de Facebook. C'était ma façon d'écrire et de réagir directement à mes fans qui venaient m'écrire sur mon site. Je trouvais ça génial, mais déjà, à l'époque, j'ai eu besoin d'avoir un modérateur. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui manquent un peu de finesse parfois, qui laissent aller leurs pensées de façon un petit peu trop brutale, qui déversent un peu trop de fiel. Alors, il a fallu déjà, à cette époque-là, que je demande à un modérateur de venir faire ce qu'on appelle du ménage dans mon guestbook. Ben, on peut dire que c'était peut-être un peu précurseur de ce qu'allaient être les réseaux sociaux plusieurs années plus tard. En fait, les réseaux sociaux et toutes les diverses plateformes qui existent, ben ça donne la parole à tous sur tous les sujets et ça traîne malheureusement un lot de fausses informations qui alimentent beaucoup trop la nouvelle et qui donnent, à mon avis, une place disproportionnée à l'opinion publique basée justement sur la désinformation. Un tourbillon à travers lequel il est difficile de se retrouver. Je ne sais pas pour vous, mais moi maintenant, je suis extrêmement sceptique de tout ce que je lis et de tout ce que j'entends. J'essaie de faire le ménage et de m'informer au maximum à partir de sources les plus plausibles possibles. Mais malgré ça, on se fait parfois avoir avec des fausses informations. En tout cas, c'est peut-être générationnel, mais j'ai de la difficulté à suivre le POC, comme on dit en bon québécois. Il y a tellement de nouvelles plateformes, on dirait qu'il y en a une à chaque mois qui arrive. C'est certain que les jeunes, eux, qui sont très, très avides de nouveautés, c'est le fun pour eux autres et ils sont toujours dans la nouveauté, ils sont toujours dans le mouvement des réseaux sociaux. Quelqu'un comme moi, j'ai besoin de m'installer dans quelque chose et de sentir que je développe. Et donc, pour ça, j'ai un petit peu l'impression que je suis toujours un petit peu en décalage. Mais ça demeure que c'est devenu incontournable. Pour tout artiste, on se doit d'avoir un minimum de présence sur les réseaux sociaux. Là où ça me dérange, c'est quand la popularité, la notoriété d'une œuvre ou d'un artiste passe beaucoup plus par le nombre de clics, de vues et de buzz qu'il va générer que par le talent réel. Là, je veux faire attention à ce que je dis. Il y a des artistes qui créent du buzz, du clic, des views, mais qui ont un talent extraordinaire aussi. Mais admettez avec moi que la course au clic génère beaucoup de choses, mettons, assez vides de sens ou de talent. Faut dire que je viens d'une génération et d'une culture différente, et on a précédé les YouTube de ce monde, c'est-à-dire avec MTV, Musique Plus, on peut dire que c'est un peu l'ancêtre de YouTube. Et la façon de faire de la promotion était très différente. Premièrement, juste faire un vidéoclip, je me souviens dans les années 90 et 2000 aussi, faire un vidéoclip, c'était une équipe, c'était lourd, c'était des frais, c'était beaucoup. Aujourd'hui, les jeunes artistes, souvent, avec beaucoup d'imagination et leur téléphone intelligent, arrivent à faire des choses assez exceptionnelles. On a aussi des gens autres que des artistes qui se mettent en scène de façon assez incroyable. Je pense à M. Trump aux États-Unis, qui a contourné toutes les lois au propre et au figuré de la communication conventionnelle politique. Bref, pour tous ceux qui veulent travailler en solo, ben, je pense que les nouvelles technologies, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Mais, pour moi, et là ça n'engage que moi, c'est un petit peu moins naturel. J'aime mieux me concentrer sur l'écriture, sur la mise en scène, sur la production. Je préfère ça à constamment archiver, Instagrammer, Twitter, Facebook, ne jamais oublier mes plateformes. Je me fais un petit peu taper ses doigts parfois par ma webmestre parce que j'en mets pas assez. J'avoue que ça me pèse un peu par moment parce que c'est pas tout à fait ma culture et ma génération. Je trouve que les jeunes sont nés avec ça dans les mains et ils ont une façon extrêmement naturelle de travailler avec ces outils-là. En tant qu'artistes autonomes, ils sont beaucoup plus aptes que moi, parce que là, je veux parler de moi et non pas de ma génération, je vais parler de moi.
Puis je suis peut-être un peu paresseux aussi là-dessus. Mais en tout cas, bref, ça, c'est un autre dossier. Je trouve que les jeunes, souvent, ils font des choses assez extraordinaires. Ça demande plus des grosses équipes comme avant. Et ça, c'est le côté positif d'une industrie qui a été tellement bouleversée par les changements technologiques qu'il faut bien qu'il y ait une contrepartie à tout ça. Bref, je le disais tout à l'heure, le pire et le meilleur se côtoient. Mais dans le meilleur, j'ai vu des choses extrêmement fascinantes. Je pense à une artiste comme Billie Eilish. Franchement, c'est assez extraordinaire ce qu'elle a réussi à faire. À 13 ans, elle a mis sa première chanson sur SoundCloud et aujourd'hui, je crois qu'on est 6 ou 7 ans plus tard. Quand tu vois les chiffres de ce qu'elle génère, on parle de milliards de streams, on parle de milliards de views. Et c'est quand même une artiste que je considère extrêmement créative et intéressante. D'ailleurs, elle a fracassé tous les records avec sa toute dernière chanson, soit la chanson thème du nouveau film de James Bond. Alors voici No Time to Die. I should have known I'd leave alone. Just goes to show that the blood you bleed is just the blood you own. We were a pair, but I saw you there. Too much to bear. You were my life, but life is far away from fair. Was I stupid to love you? Was I reckless to help? Was it obvious to everybody else? Salut, ici Bruno Pelletier. Vous écoutez toujours la chaîne musicale sur Ici Musique et je vous présente la chanson Adieu mon pays d'Enrico Macias, un monsieur extrêmement gentil que j'ai eu la chance de rencontrer et je n'ai pas choisi cette chanson-là pour rien. Je vous en reparle après. J'ai quitté mon pays, j'ai quitté ma maison, ma vie, ma triste vie se traîne sans raison. J'ai quitté mon soleil, j'ai quitté ma mer bleue, leurs souvenirs se réveillent bien après mon adieu. Soleil, soleil de mon pays perdu, des villes blanches que j'aimais, des filles que j'ai jadis connues. J'ai quitté une amie, je vois encore ses yeux mouillés de pluie, de la pluie de l'adieu. Je revois son sourire, si près de mon visage, il faisait resplendir les soirs de mon village. Mais du bord du bateau qui m'éloignait du quai, une chaîne dans l'eau a claqué comme un fouet. J'ai longtemps regardé ses yeux bleus qui fuyaient, la mer les a noyés dans le flot du regret.
Plusieurs artistes, dont plusieurs artistes québécois, choisissent de développer leur carrière à l'international. Choisissent ou ont l'opportunité de le faire. Vous en connaissez plusieurs, on a Linda Lemay, Isabelle Boulay, Garou, notre Céline Nationale, Rock Voisine, bref, il y en a plusieurs, et c'est pas une mince affaire. Lorsqu'on jase entre artistes de faire du développement à l'international, il y a beaucoup de boulot, beaucoup d'huile de bras, comme on dit. C'est un peu comme si on recommençait une deuxième fois tout le travail qu'on avait déjà fait chez soi pour arriver à un certain statut qui nous permet, après, de rebondir ailleurs dans d'autres pays. Il y a tellement d'aspects à considérer. Avoir la bonne équipe, l'identité aussi. Comme Québécois, à quel point on veut rentrer dans le moule du pays qu'on convoite. Parce que dans chaque pays, il y a un son, la réalisation, les types d'arrangements, même l'écriture. Le fait de déménager ou pas, pour faire de la promotion, être plus présent sur le terrain, les sacrifices familiaux. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement important. Je pense aux mamans qui sont chanteuses, mais même moi, comme papa, j'ai eu à prendre des décisions parfois qui étaient assez déchirantes au niveau des tournées et des allers-retours avec l'Europe pour ne pas trop déraciner mon fils à l'époque. L'investissement monétaire, ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut prendre en considération lorsqu'on fait du développement à l'international. Je ne sais pas si on vit tous la même réalité. Bizarrement, j'en ai jamais beaucoup parlé avec mes collègues. Mais là, je peux parler dans mon cas. J'ai souvent senti que la personnalité québécoise que j'étais devait se mouler beaucoup plus au pays que je convoitais que je ne le croyais au départ. En fait, je vais expliquer ça ainsi. Comme artiste québécois, j'avais très envie de garder mon identité et ma fibre québécoise assez affirmée et non pas la gommer pour me mouler à ce qui était déjà existant dans les pays où je suis allé chanter. Donc, ça peut amener parfois des difficultés avec les différentes équipes avec qui on travaille. Parce que bien sûr, on cherche à faire entrer l'artiste dans sa propre culture et on veut pas trop bousculer les règles déjà établies de cette culture-là. Ça peut parfois être difficile sur l'intégrité de l'artiste. Et là, c'est à chacun de décider à quel point il veut jouer le jeu. C'est-à-dire, on peut parler au niveau du son, de la réalisation, on peut parler même de notre accent lorsqu'on est en entrevue. Il y a toutes sortes de choses peuvent venir jouer et entrer en ligne de compte lorsqu'on essaie de développer un nouveau marché. Dans mon cas, j'ai travaillé très fort à essayer de m'implanter en France et ça allait assez bien. J'ai fait 2 tournées, j'avais signé pour 3 albums, j'en ai fait que 2 parce que rendu au 3e, j'ai décidé de revenir au Québec d'une façon plus présente pour des raisons principalement familiales. Donc, ça fait partie de la donne et qui fait qu'on a des décisions à prendre parfois qui sont assez déchirantes. J'ai eu des demandes pour les États-Unis malheureusement, qui n'ont pas abouti. Par contre, j'ai eu le marché de la Russie qui s'est ouvert, le marché de l'Asie qui s'est ouvert aussi. Et bien sûr, comme je vous le disais la semaine passée, tout ça trouve sa niche et son point de départ par Notre-Dame de Paris. Ça a ouvert des portes et ça m'a permis après d'aller exister comme artiste en solo. Mais vous savez, faire une carrière à l'international demande beaucoup de temps et beaucoup de présence dans les autres pays. Et lorsqu'on a une famille, je vous le disais tout à l'heure, il y a des choix déchirants qui se font. Je suis quand même heureux, très heureux même, d'avoir réussi à rouler ma bosse en France, en Belgique, en Suisse et ailleurs dans le monde, sans trop avoir à dénaturer ma vie du gars un peu ordinaire qui a envie de vivre au Québec et de s'occuper de sa famille. D'ailleurs, je me souviens très clairement d'une journée d'octobre où je suis revenu d'un périple, d'une tournée en France. Je suis sorti de l'avion, on était à l'automne, c'était beau, ça sentait bon, et j'ai comme senti vraiment que je déménagerais pas à Paris. C'était clair pour moi, mais ça n'empêchait en rien tout mon désir d'aller voir mes fans là-bas et d'aller continuer à travailler là-bas. Le problème, c'est que parfois, lorsqu'on n'a pas assez de présence, c'est beaucoup plus difficile pour les équipes sur place de nous aider à construire cette carrière qu'on veut développer. C'est pour ça qu'à un certain moment donné est venue à mes oreilles cette idée que j'avais peut-être manqué d'envergure et que j'aurais pu saisir beaucoup plus d'opportunités et d'avoir une carrière encore plus grande. Sincèrement, j'ai la carrière que j'ai et j'en suis très fier.
Qui peut mieux savoir le réel besoin de l'artiste à part lui-même? Est-ce qu'on est condamné à suivre les dictats de la réussite à tout prix parce que ça a ses exigences, la réussite à tout prix? Si on ne joue pas entièrement dans le carré de sable, assigné par les bons et les décideurs, est-ce qu'on est condamné à l'échec? Ma réponse est un peu oui, un peu non. Oui, parce que oui, il y a des portes qui vont se fermer. Non, parce qu'il y a moyen d'y arriver autrement. Il faut juste penser d'une façon différente, peut-être être un peu plus modeste et être préparé à ça. Je pense que finalement, mon plus grand atout, c'est pas mon talent, c'est pas ma persévérance. Ça a été plutôt de toujours me dire, au pire, je retourne chez nous. Écrivez-nous à chaînemusicale-radio-canada.ca ou via notre page Facebook, La Chaîne Musicale. Il y a une expression consacrée dans le domaine artistique qui est celle-ci, l'auteur, compositeur, interprète. Ben, il y a longtemps que moi, j'ai commencé à bousculer le code de cette étiquette en la remodelant à ma façon. L'interprète étant le véhicule qui donne vie et âme aux chansons, j'ai donc décidé de m'étiqueter comme interprète, auteur, compositeur. Ouais, j'ai changé l'expression consacrée pour l'adapter à ma petite personne. Bien sûr, j'écris aussi des chansons, mais je ne me compare en rien aux grands et ne vous inquiétez pas, je n'en suis pas pour autant complexé. Je sais qui je suis, que j'ai besoin d'écrire, que j'écris pas trop mal aussi, mais je sais de tout mon être que ma première force sera toujours celle de l'interprète. Puis sincèrement, ça m'a pris une vie, jusqu'à aujourd'hui, à ce micro, presque, faire la paix avec ça et être capable d'en parler librement. Je pense bien que toutes ces années de travail m'ont permis de m'affranchir de l'étiquette consacrée pour me donner la mienne. Parce que oui, il arrive souvent que de très grands auteurs-compositeurs chantent très mal leurs propres chansons, ou que de grands interprètes chantent très bien leurs propres chansons mal écrites. Le temps faisant bien les choses, chacun de son côté tentera d'améliorer sa lacune au fil de sa carrière. C'est ce que j'ai fait. Pourquoi je vous parle de ça? De ce petit complexe que j'ai eu pendant des années? C'est parce qu'il s'est estompé à la rencontre des meilleurs avec qui je travaillais. On apprend des meilleurs. On l'applique à soi par la suite. Je sais que j'ai une certaine plume. En tout cas, une plume qui, dans ma bouche de chanteur, peut très bien se défendre. Ma plume s'est aussi améliorée en travaillant avec des Roger Tabra de ce monde, des Luc Plamondon, des Frédéric Baron, et j'en passe. Le succès est arrivé vers la mi-trentaine pour moi. Il y a eu donc un 15 ans de travail non vu et non vécu par les gens qui nous découvrent et qui peuvent penser et avoir la fausse impression que le succès est vite arrivé. On m'a déjà dit ça. C'est arrivé vite pour vous, M. Pelletier, hein? Ça, c'est du monde qui n'ont pas vu les 15 années précédentes. Pourtant, il y en a eu des chansons écrites, enregistrées, mises au rebut, recommencées, etc., etc. L'importance de savoir se reconstruire, de recommencer et d'apprendre, et surtout d'apprendre des meilleurs, encore une fois. Alors, pouvez-vous croire que c'est la première fois que j'en parle vraiment, ici, à ce micro, à ma dernière émission de la chaîne musicale, je prends la peine de vous dire que finalement, je suis assez fier d'être l'interprète que je suis, mais aussi l'auteur-compositeur qui a su exister malgré les embûches et mes démons. Alors, je suis maintenant l'interprète, auteur, compositeur. Et d'ailleurs, en voilà une de mon cru, coécrite celle-là avec des amis, parce que ça aussi, c'est quelque chose que j'adore, c'est coécrire avec du monde que j'aime. Une pièce que j'ai faite à l'époque pour mon père, décédé aujourd'hui. Mon père vivait une dépression très profonde et sincèrement, je comprenais que trop peu ce qui lui arrivait, parce qu'à l'époque, on ne parlait pas autant qu'aujourd'hui de maladie mentale. Pour saisir le sens de cette chanson que je vous propose, ben, il faut savoir que c'est typiquement ma façon d'écrire, c'est-à-dire à double sens. Ce qui fait que, souvent, les fans comprennent vraiment le sens de mes chansons lorsqu'ils viennent à mes spectacles. Pourquoi? Parce que je leur raconte la genèse des chansons. Sinon, ils peuvent se les approprier pour eux-mêmes et vivre ce qu'ils ont à vivre avec les chansons comme ils l'entendent et comme ils la sentent. Voici donc ma chanson Coriace. J'ai tout enfoui, je suis coriace, je me suis construit, une carapace. Je suis comme la rivière lorsque l'hiver s'endort, avec un cœur de glace froid comme le nord.
maîtrisez mes tourments. Vous n'avez rien compris, non, je ne suis que du vent. Vous ne vous moquerez plus des douleurs qui me hantent. Vous tous qui condamnez mon silence. Emportez-moi, écoutez-moi, entendez-moi. J'ai le cœur qui pleure et qui hurle de douleur. Vous que j'ai aimé pendant de longues années, mes yeux vous porteront un regard d'étranger. La vie m'a fait la guerre et le temps me dévore. Rive sans lumière dans mon décor. Emportez-moi, écoutez-moi, entendez-moi. J'ai le cœur qui pleure et qui hurle de douleur. Je ne suis plus de votre monde. Je vis sans couleur, je vis dans l'ombre. Sur cette île endormie, mon silence est un cri. Oui, il est Salut, Bruno Pelletier sur Ici Musique à la chaîne musicale. Je vous présente une chanson dont je suis un petit peu jaloux. C'est mon amie Isabelle Boulay qui l'a eu de Luc Plamondon. Quelle belle chanson. Je t'oublierai, je t'oublierai. Je t'oublierai, je t'oublierai, je t'oublierai, je t'oublierai. Tout autour de moi se souvient de toi. Je t'oublierai, je t'oublierai. Être chanteur, c'est être appelé à collaborer souvent. Bon, parfois c'est heureux, parfois ça ne l'est pas du tout. J'ai été très chanceux dans ma vie de chanteur pour ce qui a trait de chanter en duo avec des chanteuses. J'ai eu la chance de côtoyer, selon moi, les plus grandes chanteuses de la francophonie, mais aussi d'ailleurs. Ça me tente de vous faire un petit peu de name dropping, là. Go, c'est parti. Morane, Lara Fabian, Isabelle Boulay, dont on vient d'entendre un extrait, Luce Dufaux, Marie-Denise Pelletier, Laurence Jalbert, Émilie-Claire Barlow, Hélène Ségara, Marie-Josée Laure et même notre diva nationale, Céline Dion. La liste peut s'étirer encore, si je veux. Je vous le dis, j'ai été un chanceux. Pour qu'un duo soit réussi, il faut qu'il y ait une belle complicité entre les artistes impliqués. Et ça, la complicité, ça se décide pas tant que ça d'avance, malheureusement. C'est vraiment au moment où les gens vont se rencontrer et à quel point ils ont la volonté de faire quelque chose ensemble et quelque chose de beau et de bon. Alors, souvent, dès les premières notes, on sent, comme chanteur, si, comme on dit, la mayonnaise va prendre ou pas. Et ensuite, il y a les thèmes de voix. Ça aussi, c'est de la magie. On ne sait jamais, au moment où on s'ouvre la bouche, est-ce que les thèmes de voix vont se marier. Vous vous souvenez, la semaine dernière, et l'autre d'avant, je vous ai parlé du mystère de la voix humaine. Eh bien, là aussi, pour les duos, c'est exactement le même phénomène. Il y a des fois où les voix sont dans une vibration tellement parfaite et naturelle ensemble que la fameuse chair de poule est presque assurée.
Par contre, et ça m'est pas arrivé souvent, il y a aussi quand ça fonctionne pas du tout. Il peut y avoir toutes sortes de raisons, là. La première étant que ça ne tente pas à un des protagonistes, ou encore un des deux vit quelque chose d'extrêmement difficile dans sa vie et n'a pas le cœur à chanter. Bref, il y a toutes sortes de raisons qui fait que parfois ça ne fonctionne pas. Ça peut être simplement les thèmes de voix aussi qui se marient pas du tout. On peut faire une belle job, une job honnête, un travail honnête de chanteur, mais ça ne donnera peut-être pas le fameux frisson. Le choix de la chanson, la façon dont c'est écrit, l'aspect mélodique et musical, c'est super important. Le choix des mots, quelle est la nature du texte. Il y a tellement de facteurs qui font qu'une chanson est une bonne chanson, mais que des voix se marient bien aussi. J'ai aussi eu la chance, et c'est beaucoup plus rare, d'avoir des collaborations avec des mecs, des chanteurs. Et ça, avoir des bons duos ou des bons trios de chanteurs masculins, c'est vraiment rare. Mais lorsqu'on en a des beaux, c'est puissant. Je pense à Belle dans Notre-Dame de Paris. Wow, quelle chanson! Ou encore, Nous sommes ce que nous sommes, de l'opéra rock Dracula entre l'amour et la mort, ce spectacle dont je vous reparlerai à ce micro tout à l'heure. En spectacle, là, quand c'est fort comme ça, là, des trios ou des duos de gars, on appelle ça des showstoppers. Les gens, tout de go, se lèvent d'un bond et applaudissent à tout rompre. C'est vraiment des moments assez extraordinaires. Et là, j'avais envie de vous faire entendre la symbiose vocale parfaite de trois mecs qui nous font encore soigner de la patte aujourd'hui. Les Bee Gees. Ce que je sais, c'est que j'aime jouer de la guitare. Beaucoup. Il t'a vu en dessous de ton visage, il t'a vu tout nu jusqu'au fond des yeux, il t'a vu en dessous de ton image, il t'a vu tout nu jusqu'au fond du milieu, jusqu'en dessous du paysage, la carte postale, les montagnes, le ciel bleu, jusqu'à l'endo, jusqu'au message, pas trop touriste, plus nomade, plus squatteux, ce petit homme seul qui va son chemin, la tête baissée mais fière, fière d'aller face au vent mauvais, fière d'aimer même en enfer, fière de lui, fière de toi aussi. Ah, mon ami Daniel Boucher et sa chanson Poète des temps gris. Mon Dieu que j'aime Daniel. Et j'aime aussi beaucoup le prochain artiste que je vous présente, Sylvain Cossette. En fait, c'est mes deux amis et on a eu tellement un beau projet ensemble. Je vous en reparle après la chanson, Sylvain, dans tes yeux. La vie est tout ce qu'elle implique, les bonheurs et les souvenirs, la douleur et les tragédies, il faut faire avec, c'est ça la vie. Le travail, il est essentiel, rien ne tombe du ciel. Les coups de chance et les déveines font partie de ce monde. Quand même, il y a des jours qui se lèvent où vraiment plus rien ne m'étonne. Ni la terre, ni le ciel, ni les sept merveilles, rien de tout cela ne m'impressionne. Car dans tes yeux, y a les plus beaux tableaux, y a la mer, les châteaux dans tes yeux.
mon ami Sylvain Cossette. Je venais juste de vous dire, Sylvain Cossette et Daniel Boucher, mes deux chums, avec qui j'ai eu la grande chance de travailler un projet, une comédie musicale, Dracula, entre l'amour et la mort, un projet que j'ai porté littéralement à bout de bras, du début à la fin de 2003 jusqu'à 2006. Et comme on dit, ça a été mon bébé. C'est un drôle de concours de circonstances qui m'ont amené à mettre ce projet-là au monde. En fait, depuis plusieurs années, je réfléchissais à l'idée de faire une comédie musicale, ou plutôt, dans ce cas-ci, on peut parler d'un drame musical, sur le thème de Dracula. Et sous-jacent à tout ça, la part d'ombre et de lumière, du bien, du mal, le regard historique sur la folie de l'homme versus celle de Dracula qui a traversé les années. C'était assez shakespearien, merci. Et c'est le producteur Paul Dupont-Hébert qui, à l'époque, en discutant avec mon agent, lui a demandé si à tout hasard j'avais pas un projet caché dans mes filières. Et Paul lui a dit, oui, je pense que Bruno aimerait ça un jour monter un projet avec le thème de Dracula. Et c'est comme ça que, tranquillement, le projet s'est mis en route. On est en 2003. Je prends les rênes du dit projet et je me mets à voir à tout, comme une espèce de chef d'orchestre, ou plutôt, pensez à un réalisateur de film, mais qui joue aussi dans son propre film. Un peu comme Clint Eastwood, là. Il voit tous les départements, puis en plus, il est l'acteur principal. C'est un peu ça que j'ai fait à l'époque avec ce projet Dracula. J'étais de toutes les réunions. La conception, le script, l'écriture des chansons, réalisation de l'album, scénographie, éclairage, son, costume, maquillage, perruque, bref, partout. Et ça, c'est devenu le projet d'une vie. J'ai réussi à réunir sur scène une équipe incroyable. Daniel Boucher, Sylvain Cossette, André Waters, Gabriel des Trois-Maisons, Pierre Flynn et moi en Dracula. Vous dire à quel point je suis redevable à ces artistes-là qui ont été d'une générosité tout au long de la création, et Dieu sait qu'en création, on ne sait pas toujours où on s'en va. Jamais, jamais, jamais j'ai entendu un des artistes se plaindre de quoi que ce soit. Tout le monde a tiré la charrue du même bord, soit pour gagner et réussir à être sur scène et de proposer un spectacle d'une grande qualité. J'ai travaillé sur ce projet-là pendant 3 ans. On est monté sur scène le 1er février 2006. On a fait 100 représentations ici et en France sur 2 ans et on a atteint le chiffre magique de 100 000 spectateurs. C'est pas rien quand même. Mais, malgré ce succès critique et du public, on n'arrêtait pas de nous comparer à Notre-Dame de Paris. Comme disent les Français, ça me gonflait. Pourquoi? Parce que je vivais la contrepartie d'un succès aussi énorme auquel j'avais contribué, qui est celui de Notre-Dame de Paris. C'était devenu très difficile pour n'importe qui, pas juste moi, là, de proposer un autre projet d'envergure sans être constamment dans la comparaison de Notre-Dame de Paris. Aujourd'hui, avec le recul, je prends ça avec philosophie. Je me dis que j'ai été vraiment tellement chanceux de participer à un spectacle si grand et puissant que Notre-Dame de Paris, qu'il fallait bien peut-être en payer un petit peu le prix par la suite. Mais Dracula, écrit par mon ami feu Roger Tabra au texte, et l'incroyable compositeur, arrangeur et chef d'orchestre Simon Leclerc à la musique, pour moi c'est une œuvre à part entière. Des textes d'une puissance incroyable, des musiques et des mélodies de grande classe et de qualité, des personnages bien ficelés qui respectaient le roman de Bram Stoker, mais en y apportant une touche juste assez de modernité. Je suis pas mal fier de cette œuvre complète sur disque, en DVD, sur scène. Aujourd'hui, j'ai le recul pour en parler avec sérénité. Mais ça m'a pris un petit moment pour m'en remettre parce que je suis sorti de ce projet-là complètement, disons-le, en burn-out, fatigué, épuisé. Ça m'a pris quelques années m'y replonger et constater l'ampleur de ce que nous avions fait. Maintenant, le temps ayant passé et fait son œuvre, je me sentirais d'attaque à le faire revivre, de façon orchestrale peut-être, dans une version différente et scénique. J'y travaille, dans ma tête. C'est un petit secret que je vous partage ici, en ce moment. C'est pas une annonce, mais c'est une volonté de ma part. Que savez-vous du genre humain et de la solution finale? Que savez-vous du bien? Que savez-vous du mal? Et que c'est peut-être demain que l'horreur tombera sur nous comme une bombe et le malin nous passera la corde au cou. Et vous,
Nous avons tué John Lennon, tué Sacco et Vanzetti. Nous sommes le diable en personne, Hiroshima, Nagasaki. Nous avons tué Guevara, nous avons tué Kennedy, humilié Nelson Mandela et brûlé le Mississippi. Nous sommes ce que nous sommes, les hommes. Que savez-vous de nous? Que savons-nous de nous? Nous avons sanctifié Mao, nous avons permis Tiananmen, Franco, Salazar, Castro, Pinochet, Staline, Ben Laden. Nous avons tué des Indiens, des Noirs, des Juifs et des Somos. Nous avons enfanté les chiens qui nous dévoreront bientôt. Et vous? Et vous? Nous avons été les bourreaux de Luther King, d'Atahualpa, Copernic et Galiléo. Nous sommes les fils d'Attila. Pourquoi l'homme est-il donc un loup? 5 siècles et plus de barbarie. En aurons-nous un jour assez du sang des larmes et des cris? Nous sommes ce que nous sommes, des hommes. Que savez-vous de vous? Que savons-nous de nous? Nous avons inventé Hitler, Bormann, Göring, Eichmann, Satan. Nous avons blessé l'univers qui s'éteindra dans peu de temps. Plus aucun signe d'innocence, la grande noirceur est partout. Nous avons tué l'espérance, nous sommes assoiffés de puissance. Que savez-vous de la Shoah, du génocide en Arménie? Massoud, il était une fois un peuple frère en Acadie. Diane Palak à Da Vinci, nous sommes de nuit brouillard. C'est ce que nous aurons écrit de plus terrible dans l'histoire. Nous sommes ce que nous sommes, des hommes. Que savez-vous de vous? Que savons-nous de nous?
Bonjour, Bruno Pelletier. Sur Ici Musique, à la chaîne musicale, je vous présente une de mes chansons préférées de Michel Rivard, Le Retour de Don Quichotte. Pour ce dernier micro, et oui, déjà, dernier micro, mon Dieu que ça passait vite. J'ai envie de vous parler de Miserere. Miserere, cette chanson et cet album, mon troisième en fait, qui a été mon vrai coup de départ de carrière et qui a fait en sorte que j'ai senti que oui, c'était peut-être possible que je gagne ma vie pour le restant de mes jours à faire ce métier-là. Une chanson pop lyrique, flirtant avec la dimension opéra, un album vendu à plus de 200 000 exemplaires, un chiffre mirobolant si tu compares avec les ventes d'aujourd'hui. J'en reviens pas encore moi-même. Comment cette chanson-là s'est-elle retrouvée sur mon chemin? Ça, c'est la question qu'on m'a posée tellement souvent. C'est arrivé tout à fait par hasard. Faut savoir que c'est une chanson que je faisais déjà dans une tournée acoustique pour mon deuxième album. Et c'est une chanson où je parodiais un peu un chanteur d'opéra, ce qui faisait beaucoup rigoler les spectateurs. Mais ma professeure de chant, elle, Mme Cécile Vallée-Jalbert, aurait donc voulu que je devienne chanteur d'opéra. Elle me disait, Bruno, t'es un baryton Martin. Et moi, j'étais là, un baryton Martin? Moi, j'ai toujours pensé que j'étais un ténor. Puis elle me disait, non, t'es pas un ténor, t'es un baryton Martin. Dan Bigra m'a déjà dit d'ailleurs à la blague qu'un baryton Martin, c'est un ténor paresseux ou hypocrite. Ce avec quoi ma professeure de chant n'était pas du tout d'accord. Bref, je déclare que c'est elle qui avait raison. Désolé, mon Dan. C'est vrai que j'ai longtemps pensé que j'étais un ténor. Puis ma professeure m'a dit, mais pourquoi tu penses que t'es un ténor? Qui t'a dit que t'étais un ténor? Et moi, je lui répondais, mes chums, là, mes chums dans mon band. Bonjour, on repassera pour la crédibilité, hein? En tout cas, en travaillant avec ma professeure de chant, j'ai compris ma vraie tessiture vocale et comment faire pour mieux me protéger et aussi mieux travailler. Histoire courte, je fais donc ma petite tournée acoustique et je fais ma parodie de chanteur d'opéra. Et là, au Québec, on a vécu ce qu'on a appelé le déluge du Saguenay. Une série d'inondations qui ont frappé le Saguenay, Lac-Saint-Jean, la Côte-Nord, Charlevoix, le centre du Québec, du 19 au 21 juillet 1996. Alors, pour venir en aide aux gens là-bas, il y a un gros show de télé qui a été organisé, un peu sur un principe de téléthon pour ramasser des fonds et venir en aide aux sinistrés du déluge du Saguenay. Il y a eu plusieurs artistes québécois qui se sont réunis pour donner un méga spectacle de 4h30. C'était diffusé en direct du Centre Molson le 25 août 1996, simultanément sur 5 réseaux francophones, la Société Radio-Canada, TVA, TQS, Télé-Québec et TV5. Je pense qu'on n'avait jamais vu ça. On m'a demandé, à ce moment-là, d'y chanter le Miserere. Je ne l'avais jamais exécuté de façon publique et à la télévision. Mais on m'a dit, Bruno, ne le fais pas en parodie. Viens le faire de façon sobre. Bang! Ça a été un home run. J'ai tellement senti qu'on tenait quelque chose de spécial, mes producteurs aussi l'ont senti, parce qu'on a eu des réactions incroyables instantanément. Mes producteurs voulaient, eux autres, absolument faire une deuxième édition de mon deuxième album et d'ajouter la chanson Miserere dessus. Puis là, j'ai refusé. Ça a été des discussions assez épiques entre mes producteurs et moi. J'ai dit non. J'ai dit, on attend l'an prochain, prochain album. Et là, je jouais le tout pour le tout. Je faisais ce qu'on appelle un coup de dé. Mais j'ai eu raison. La suite, vous la connaissez. Je crois qu'au fil des micros ici, je vous ai souvent entretenu sur le fait que j'avais pas de plan de carrière. Encore tout à l'heure, j'en ai parlé. Je me laissais porter par mon instinct. Et bien là, mon instinct, il m'a servi. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote quand même cocasse à vous raconter avec Miserere. Un jour, j'étais en France sur un gros show international et je devais chanter Miserere sur un spectacle qui était diffusé dans plusieurs pays. Et il faut savoir que c'est Bono de U2 et Zucchero, un grand artiste italien, qui ont écrit la chanson Miserere. Et Zucchero était sur le show où je devais chanter sa chanson. Mais lui, il savait pas que j'avais fait un hit au Québec avec sa chanson. Alors, on est dans la loge ensemble, j'y raconte mon histoire, et là, je veux prendre une photo avec lui. Mais juste avant qu'on prenne la photo, je le vois donner un char de, ce que vous savez quoi, à son manager. Je pense qu'il était pas trop au fait de la situation. Il était fâché de l'apprendre comme ça. Moi, je m'en fous un peu. J'ai eu ma photo avec Zucchero. J'ai chanté ma chanson. Ça a été un hit. Je l'ai jamais revu. C'est pas grave.
Merci, bonsoir. Voici la fameuse chanson. Ma che mistero è la mia vita, che mistero. Sono un peccatore e l'anno 80.000, un manzoniero. Ma dove sono? Cosa faccio? Oh, come vivo, vivo nell'anima del mondo, verso nel vivere profondo. Misero me, però prendo la io sono il santo che è tradito quando eri solo e guido il prove e osservo il mondo dal cielo e vedo il mare, l'onde, le foreste. E vero perché vivo nell'anima del mondo, verso nel vivere profondo. Misero me, però prendo la c'è una notte buia abbastanza della nascondermi, nascondermi. Se la luce la speranza, sole magnifico ti splendi dentro noi. Dammi la gioia di vivere che ancora non c'è. Ancora non c'è. Bienvenue parmi nous. Eh bien, c'est déjà tout pour moi. C'est incroyable. Ça a passé tellement rapidement. Je suis tellement fier et heureux d'avoir participé à la chaîne musicale. Merci tellement à l'équipe
de la chaîne musicale. Aujourd'hui, à la technique, M. Pierre Lévesque. Merci, Pierre. Yolène Modet, à la recherche. Tu m'as tellement aidé avec toutes tes petites recherches que tu as faites pour moi. Merci, merci, merci. Catherine Dupuis. Team Catherine, avec qui j'ai eu une collaboration incroyable, qui m'a tenu par la main tout au long de ces 3 émissions que j'ai eu à faire, qui m'a mis au monde comme animateur radio. Merci Catherine, ça a été extraordinaire. J'espère, chers auditeurs, que ça a été aussi agréable et intéressant pour vous que ça l'a été pour moi de préparer tout ça. Et je passe maintenant le relais à mon ami Diane Tell, qui sera au rendez-vous la semaine prochaine, à midi. Ciao!